произошло? Хлопок и выстрел в голову. Нет, я услышал, пробежал. И что вы увидели? Людей без ног, без рук. Что-то бросили? Были что-то? Скорее всего, выстрелили и стреляли потом. The usual dissection of Aujourd'hui, nous nous rendons en Crimée. La Crimée est une région de l'Ukraine qui a été annexée par la Russie en 2014. C'est une zone qui administrativement est assez floue, qui est partagée entre la Russie et l'Ukraine si vous voulez. C'est là, plus précisément dans la ville de Kerch, que le 17 octobre 2018, un adolescent ordinaire, plutôt réservé, a décidé de massacrer étudiants et professeurs de son lycée, apparemment sans aucune raison. Vladislav Roslyakov est né le 2 mai 2000 à Kerch et il a grandi dans la banlieue rurale de Kerch avec ses grands-parents paternels, son père Igor et sa mère Galina. Alors il faut savoir que son père Igor était un ancien soldat et il avait servi plusieurs années en Afghanistan. À son retour donc du combat, du front, il a été violemment agressé, une agression qui l'a laissé avec des lésions cérébrales assez importantes. À partir de là, Igor ne pouvait plus travailler et il s'est mis à toucher des pensions d'invalidité. C'était peut-être l'inactivité, le fait qu'il se sente un peu impuissant, mais en tout cas, Igor s'est mis à boire à ce moment-là et à devenir extrêmement agressif et violent avec sa famille. Il battait sa femme, il battait son fils, mais il battait aussi souvent ses parents. Alors Igor, il était plus souvent saoul que sobre. Il lui arrivait même de se battre avec les voisins, parfois il les provoquait en duel. Vous voyez un petit peu le portrait du père, une personne agressive, une personne qui n'apportait pas beaucoup d'amour à son fils et qui vivait dans son propre monde. Quand son fils a eu 10 ans, Galina a décidé de s'éloigner de cet environnement toxique. Et par la même occasion donc d'Igor. Elle a donc quitté Igor et elle est partie vivre avec son fils dans un logement assez insalubre, vraiment un logement très précaire. À ce moment-là, Vladislav ne voyait plus son père que de temps en temps quand il visitait ses grands-parents. Et peu après cette séparation de son mari, Galina a rejoint les témoins de Jéhovah. Apparemment, elle était vraiment pieuse à ce moment-là. Elle suivait vraiment tous les préceptes à la lettre et elle espérait aussi que son fils puisse le faire. Il vivait dans un environnement plutôt religieux. Avec tous les problèmes qu'elle avait, avec son maigre salaire d'infirmière et son fils à élever, en fait, Galina s'est totalement investie dans les témoins de Jéhovah. C'était un petit peu comme sa bouée de secours et puis elle pouvait y trouver des réponses à ses questions. D'après ses professeurs, Vladislav était un élève plutôt ordinaire, plutôt aimable, plutôt souriant et plutôt sociable. Voilà, il ne sortait absolument pas des normes, quoi. Il peinait quand même pas mal à avoir de bonnes notes, hein. Il ramait, c'était pas le meilleur élève de la classe. Il était quand même assez populaire auprès des filles, mais lui n'était absolument pas intéressé par les filles, en tout cas au moment du collège. Par contre, il s'intéressait énormément au sport, voilà, au sport de haut niveau. Il aimait bien traîner avec les athlètes de son collège, puis de son lycée. Le sport, c'était vraiment son truc. Au cours de son adolescence, Vladislav découvre les ordinateurs, voilà. Dans la bibliothèque de son lycée, il y a des ordinateurs, et donc il y passe énormément de temps. Il commence à écouter de la musique punk, rock, son style vestimentaire change, et puis il devient extrêmement rebelle à ce moment-là. C'est-à-dire que sa mère ne sait plus quoi faire de lui et il lui désobéit tout le temps malgré les punitions à répétition. À ce moment-là, espérant que ça pourrait le calmer, Galina décide avec ses maigres revenus de lui acheter un ordinateur. Mais ça ne change absolument rien. On peut même dire qu'à partir de ce moment-là, la situation s'est empirée. C'est vraiment au lycée que Vladislav a commencé à s'intéresser aux armes à feu. Il cherchait des informations sur des tas de forums sur les armes à feu, sur les explosifs. Il cherchait des moyens de se fournir en armes à feu et en explosifs. Il a commencé à tomber dans une spirale assez sombre. Et à cette période-là, il est énormément actif sur des forums qui tournent autour de sujets assez glauques, des forums néo-nazis, des forums sur les tueurs en série, sur l'État islamique. Je n'ai pratiquement aucune empathie. Je pense que je suis un demi-psychopathe. Tous les sentiments sont des mensonges, des tromperies et des conneries. De plus, je suis entourée d'idiots et je pourrais tous les tuer. Mais ce n'est pas bien de tuer les gens. Je viens d'exprimer mon opinion et je n'appelle pas au meurtre.
Vladislav, à cette époque-là, devient assez distant avec sa famille. Sa grand-mère paternelle le remarque énormément puisque il était toujours là, toujours serviable, mais il était beaucoup plus renfrogné, beaucoup plus dans son coin. À l'école, ses camarades le remarquaient aussi. C'était un garçon extrêmement distant, qui avait très peu d'amis, qui était très solitaire, qui était très calme, et il parlait très peu à ses anciens amis. Quand il leur parlait toujours de sujets très violents, et en particulier de Columbine. Si vous ne le savez pas, Columbine est une tuerie donc scolaire qui a été orchestrée par 2 élèves du lycée Columbine, Eric Harris et Dylan Klebold. Et donc Vladislav était fasciné par ces 2 garçons. Et bien qu'il évitait les filles, quelques mois avant le drame, Vladislav a commencé à parler à une fille de son lycée appelée Lisa Pachinko. Lisa est une jeune fille qu'il avait croisée dans les couloirs de son lycée, puis qu'il avait abordée donc sur les réseaux sociaux. Ils ont été en contact du 28 septembre 2018 jusqu'à la veille même du massacre, donc le 16 octobre 2018. Il semblerait qu'ils aient eu une sorte d'amourette. Alors est-ce qu'ils étaient réellement en couple ou est-ce qu'ils flirtaient seulement? Là, c'est pas très clair par contre. Lundi 15 octobre, 2 jours avant le massacre. Vladislav, tu es libre aujourd'hui? Lisa, non, j'ai beaucoup de devoirs. Ok. Et demain? Je ne sais pas. Je t'envoie un message demain, ok? Ok. Mardi 16 octobre, la veille du massacre. Lisa, désolée, je ne peux pas aujourd'hui. Je peux jeudi. Vladislav, écoute, demain on se retrouvera pas dans le couloir mais dans le bâtiment 5, ok? Ça me prendra au moins 5 minutes pour y arriver. Viens le plus rapidement possible, ok? Vladislav donc se fournit légalement en armes entre les 8 et 13 octobre. Alors il faut savoir qu'en Russie, le processus d'accès à un port d'armes et à une arme est plutôt coûteux et aussi plutôt rigoureux. Il faut passer une évaluation psychologique, donc de santé mentale, mais aussi il faut suivre toute une formation donc sur le maniement des armes à feu, sur tous les critères de sécurité, etc. à maîtriser. Et donc Vladislav a passé ses tests et il a obtenu sa licence le 18 septembre 2018, ce qui lui a donc permis d'acheter le fusil de chasse dont il s'est servi au moment du massacre. Vladislav arrive au lycée technique de Kerch aux alentours de 11h40. Il est armé jusqu'aux dents. Il porte des vêtements qui rappellent beaucoup ceux de Eric Harris lors de la tuerie de Columbine, donc des grosses boots noires avec un pantalon noir et un t-shirt blanc. Sur son t-shirt blanc, il y a une inscription Nienavist qui veut dire haine en russe. Peut-être que j'ai mal prononcé ça, mais vous me corrigerez dans les commentaires. À la manière d'Eric Harris et de Dylan Klebold de Columbine, Vladislav va poser un explosif, au moins un explosif, dans la cantine qu'il va faire exploser. Après ça, il va se rendre au 2e étage, dans le bureau de la proviseure, qu'il ne va pas trouver. Heureusement, elle était partie quelques minutes avant. Donc là, il va descendre, faire le tour des salles de classe où il va jeter des grenades. Et puis là, il va commencer sa folie tueuse. Il va commencer à abattre les élèves, les professeurs, un à un avec son fusil de chasse. Il tire aussi sur des portes verrouillées, sur des extincteurs, sur des ordinateurs. On a l'impression qu'à ce moment-là, il voulait juste simplement libérer sa rage. Vladislav, encore une fois, à la manière d'Eric Harris et de Dylan Klebold, va finir par se suicider dans la bibliothèque de son lycée. Произошло. Хлопок и выстрел. Нет, я услышал, прибежал. И что вы увидели? Людей без ног, без рук. Что ты бросили? Видишь, что Скорее всего, выстрелили и стреляли потом. Il a tué 20 personnes âgées de 15 à 65 ans et il a blessé au moins 70 personnes. En fait, le seul acte de compassion qu'il a eu, c'était envers Lisa. Lisa, la fille qu'il aimait, en lui disant de se rendre dans le bâtiment 5 pour le retrouver, et en sachant pertinemment qu'il ne se rendrait pas dans ce bâtiment-là. Il faut savoir que de nombreux élèves blessés ont été envoyés jusqu'à l'hôpital où travaillait la mère de Vladislav. Et au début, elle s'occupait de ses élèves, voilà, comme des patients normaux. Et quand elle a appris que c'était son fils qui était l'auteur de cette tuerie, elle a apparemment fait une crise nerveuse et a presque tenté de se suicider. Ce qui est assez triste, c'est que les autorités n'étaient pas présentes sur place très rapidement, malgré le fait qu'en face du lycée, il y avait un poste de police. C'est peut-être aussi dû au fait que beaucoup de gens pensaient que c'était une blague. Voilà, on peut le voir avec cette vidéo où les élèves sont en train de filmer ce qui se passe. On a l'impression qu'ils rigolent, qu'ils ne comprennent pas bien ce qui se passe et peut-être donc que les secours ont été appelés trop tard. Vladislav a été incinéré. Il a été incinéré, il a été enterré sous un faux nom. Et sa mère, étonnamment, a reçu énormément de soutien. Elle a pu récolter plus de 100 000 roubles qui lui ont permis d'organiser l'enterrement de son fils. La mère de Vladislav a reçu une lettre, voilà, de divers sympathisants qui lui disaient qu'elle ne devait pas trop se sentir coupable et que son fils était
une victime des circonstances. Et je trouve ça aussi super quand même que cette femme ait pu recevoir cette lettre. Ça ne doit pas être facile d'être la mère du coupable. Ça ne doit pas du tout être facile de perdre son fils et de savoir qu'il a fait tout ce mal à côté. J'avais vu une interview de Sue Klebold, de la mère de Dylan Klebold, donc l'un des tueurs de Columbine. Et elle disait aussi que c'était extrêmement difficile, qu'elle ne savait pas comment se placer parce qu'elle devait faire le deuil de son fils quand même, malgré tout le mal qu'il avait fait. Aujourd'hui, les raisons de cette tuerie restent quand même très floues, quoi. On a le mauvais exemple du père, on a l'influence d'Internet, mais on n'a pas vraiment d'éléments déclencheurs. On ne sait pas vraiment ce qui a fait basculer ce jeune homme qui était pourtant plutôt sociable dans sa jeunesse, à devenir ce monstre. J'aime pas trop ce mot parce que l'être humain est mauvais, voilà. Il n'y a pas à ajouter le mot monstre là-dedans. Voilà les gars, si vous avez regardé la vidéo jusque-là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis aussi abonnez-vous parce que vous êtes tellement nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés que ça me fait mal au cœur. J'avais envie de créer un petit concept donc de questions du jour à chaque vidéo, donc créer une sorte de petit débat. La question du jour est: pensez-vous que la technologie, donc Internet et notamment les jeux vidéo, rendent les adolescents plus agressifs? Vous pouvez y répondre donc encore une fois dans l'onglet communauté de la chaîne. On pourra avoir un petit débat à cet endroit-là. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous comme toujours.